Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Moto Magazine pour une nouvelle édition de Un apéro avec Motomag. L'apéro du vendredi, ce sont des rencontres extraordinaires, des motos extraordinaires. Je suis avec Jean-Marie. Merci Jean-Marie d'être là. En tant que personnage extraordinaire. Et il y a dans la cour une machine extraordinaire à bien des égards. On ira la filmer tout à l'heure. C'est une Yamaha R1. Ouais, bon d'accord, on a déjà vu des R1. Sauf que celle-là, elle a au compteur un chiffre magique, 462 331 km. Je répète, 462 331 km. Jean-Marie, très peu de kilomètres, puisque quand elle a eu 200 000, j'ai acheté une R1 2008 à laquelle j'ai collé 173 000. Et comme elle avant de la revendre, parce que la R1 99 est beaucoup mieux. Pas d'électronique. Parce que tu n'as pas d'électronique et donc moins très fiable. Et très fiable, elle est plus fiable. Avant de revenir sur le cas de la R1, Jean-Marie, on va te parler de ta carrière de motard. Tu m'as dit tout à l'heure, en préparant cette émission, une phrase que je n'avais jamais entendue. Pourtant, je suis dans le métier depuis longtemps. Tu m'as dit, je faisais du vélo et je trouvais qu'une voiture, c'était trop large. Et alors, je me suis dit que j'allais faire de la moto. Je savais que je pouvais faire que de la moto parce que je voyais bien le gabarit. Ouais. La voiture trop large, ça ne me plaisait pas. Et ça ne te plaît toujours pas, la voiture, en fait? Non. Donc, tu roules quasiment qu'à moto. Oui, j'ai une voiture également parce que de temps en temps, il faut se balader, faire des chantiers, transporter des outils, tirer une remorque. Ouais. Mais la voiture, c'est un moyen de transport. La moto, ça reste un loisir, donc je préfère le loisir très largement. Comme on dit, il y a un slogan anglais qui dit « La voiture déplace ton corps et la moto déplace ton âme ». Exactement. Voilà, c'est un peu ça. Dès que tu es jeune, tu chopes une 103 Peugeot. J'ai eu droit à rouler en cyclo pour aller à la fac, donc à 17 ans, etc. etc. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai passé la licence A1, j'ai acheté une 125 S3. 125 S3, on va rappeler, c'est le petit mono Honda qui faisait une douzaine de chevaux, c'est ça? Une douzaine de chevaux, qui n'était pas la moto qui m'intéressait. La belle moto à l'époque, c'était la 125 GT Suzuki. Ouais, avec le bicylindre. Ouais. Ça marchait, ça. Bicylindre bleu, 16 chevaux, c'était un avion de chasse. Ouais. Par contre, ça consommait un 2 temps, ça consommait terriblement, je ne gagnais pas d'argent. Donc j'ai opté pour la 125 parce que là, je pouvais mettre les 3 litres d'essence et faire des kilomètres. D'accord. Et tu m'as dit cette 125, elle avait un mode d'emploi, c'était à fond tout le temps. Et donc, tu as pété un moteur au bout de 30 000, ce qui est pas mal finalement pour... Non, je l'ai pété à 20 000 ou je sais pas quoi. 20 000, et je l'ai revendu à 30 000. Ouais. Puis après, je suis passé sur la 400 fours. 400 fours avec laquelle, je suppose, un certain nombre de lecteurs ont passé leur permis de conduire, comme moi. Et la 400 fours, une seule position de gaz, à fond. Et à la fin, j'étais obligé de refaire le moteur tous les 10 000 km parce que les jaunes culasses... D'accord. Mais en fait, comme tu as une formation d'ingénieur, tu peux faire ta mécanique toi-même. Ça aide. J'ai toujours été passionné par la mécanique. Ça aide quand même à pouvoir faire beaucoup de kilomètres à moto. J'ai toujours tout fait, ouais. Ce qui fait que je roulais à moindre coût parce que je savais ce que pouvaient tenir les pièces et je faisais attention. Voilà. Des 400 fours, tu en as eu 2. La première a fini massacrée contre une falaise dans les gorges de la Nesque. Ouais. Et toi, massacré un peu aussi ou pas? Ils m'ont massacré également, fracture du bassin, un pied qui était parti en promenade. Mais bon, c'est pas des bons souvenirs. Et du coup, tu as racheté une deuxième 400 fours? Alors j'ai racheté une deuxième 400 fours avec laquelle j'ai dû faire un petit 100 000 km, un peu moins. Et puis après, je suis passé sur la moto qui à l'époque marchait le mieux, c'est la 5,5 GPZ. Unitrack, qui avait une tenue de route de folie, qui à l'époque valait 200 km/h pour 10 000 tours minute. Et je croisais avec à 10 000 tours 200. Voilà, et tu as fait beaucoup de voyages avec, mais tu dis c'est la moto J'ai fait beaucoup de voyages avec, seulement comme j'étais toujours à fond, j'ai pété le premier moteur à 40 000 km. Je l'ai revendu après avoir refait le moteur à 90 000 et quelques. Et après, je suis passé sur une moto sérieuse, la 1100 GSX-R. Alors cette GSX-R, tu l'as un peu désirée parce que tu as d'abord été subjugué par la première 750 quand elle est sortie. Tu l'as essayée, elle t'a pas plu tant que ça. J'ai été déçu par sa tenue de route et sa sensibilité au freinage qui empêchait l'improvisation sur route. Et du coup, quand la 1100 est arrivée, tu t'es dit là, il n'y a pas de doute, c'est vraiment ça que je veux. Je suis retourné l'essayer et je suis rentré, on a essayé à deux avec un copain, on est rentré au magasin, on a pris 2 1100. 2 1100. Et toi, t'en voulais une bleue, il n'y en avait pas et tu as fini par avoir la bleue quand même. J'ai eu la bleue. Ouais, voilà. Cette GSX-R, elle a fait, monsieur dame, attention, 310 000 km. 310 000 km. C'est ça. J'ai racheté une deuxième GSX-R, je lui ai mis 90 000. Donc tu as fait 400 000 bornes en GSX-R 1100. Oui. Voilà, c'est assez fabuleux. Tout va bien. Oui, voilà. Actuellement, en hypersport, tu as plus d'1 million de kilomètres. Divisé par 2000 km par an, voilà. calcul. Voilà. Et ensuite, tu voulais changer, tu essayes une 900 CBR qui ne te plaît pas parce qu'en fait, ça n'avait rien dans le cul. C'est trop mou. Ouais. C'est trop mou, parce qu'après la 1100, il fallait trouver quelque chose qui marque comme progrès.
La 900 Honda, c'était 0, c'était mou. Et puis, Yamaha a sorti la R1. Et j'ai essayé la R1. Je me suis dit, il me faut ça. Et ce que tu m'as dit, c'est que sur ton premier essai, une R1 à l'époque, donc une R1 de 98 en version 100 chevaux, ça marchait aussi fort qu'une G6R. Ouais. On sent, alors une AR, hein, donc une 130 chevaux en full power, Full power. mais qui était un peu plus lourde, qui était aussi plus pâteau, avec un moteur moins vif. Qui avait déjà des kilomètres Qui avait aussi. déjà des kilomètres aussi, etc. Donc du coup, voilà. tu passes à la R1 en 99. En juin 99 ou quelque chose comme ça. Voilà. Et à partir de là, je me suis mis à rouler comme un damné et voilà. Et on va revenir sur cette R1 donc, qui est dans la cour, qui est toujours là. En parallèle, tu en as acheté une deuxième, mais avec plus d'électronique, et tu as commencé à avoir des soucis avec. Alors quand elle a eu 200 000 bornes, j'ai acheté une R1 2008 d'occasion en septembre 2007. Il n'y a pas d'erreur, c'est comme ça. Ouais. C'était une année, Jean-Claude Olivier s'est un peu gouré sur les quotas de motos qu'il avait demandé. Ils ont été en rupture de stock à partir de juin. Donc comme ils ne vendaient plus de sportives et que les concurrents continuaient à en vendre, ils sont allés voir au Japon, ils ont demandé à ce qu'on fasse rentrer les motos de l'année suivante plus tôt. D'accord. Et ça a été le moment où je suis allé voir chez Yamaha ce qu'ils vendaient comme moto, parce qu'en fin d'année, ils étaient en excédent de stock et qu'on pouvait avoir des affaires terribles avec plusieurs carénages ou autre. Et là, il n'y avait plus de moto. Et c'est là qu'ils m'ont dit, mais non, on a une moto l'an prochain d'occasion avant. D'accord. Et celle-là, tu l'as mis 170 000 km. 173 000, et puis je l'ai revendue parce que j'ai été embêté avec l'électronique. Et puis bon. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on peut vendre une R1 qu'à 173 000 bornes. Pour ceux qui sont un peu inquiets parce que la moto, elle a 20, 30 ou 40 000 et qu'on se dit, tiens, ça fait beaucoup comme kilométrage en occasion. Rouler, ça peut. Jean-Marie prouve le contraire. D'une question, Jean-Marie, tu fais autant de kilomètres, pourquoi? Pour le plaisir, je le fais pour travailler. Je le fais pour traverser l'Europe en long, en large et en travers parce que je suis championnat du monde de vitesse, championnat du monde d'endurance et je m'éclate. Et le Superbike, en fait, toi, tu vas... Non, Superbike, je un suis peu pas moins, allé encore. D'accord. Tu fais donc que les résultats des l'endurance courses, et les GP. ouais. D'accord. Et puis voyage d'agrément avec des collègues. L'été dernier, je suis allé aux 24 heures de Barcelone et on s'est pointé là-bas avec 2 motos qui totalisaient 750 000 km. D'accord. Et des motos qui marchent, quoi. Pas juste... Une 1000 GSX-R et la R1. Et la R1. Les voyages que tu fais, donc dès que tu as un week-end de libre et que ça correspond à un Grand Prix, etc., tu vas aux 4 coins de l'Europe avec ta moto. Exactement, ouais. Voilà. Mon record dans la journée, c'est 1600 bornes pour faire Marseille-Assen, pour aller au Grand Prix. Et après c'est 1300 bornes pour aller voir les Grands Prix en Angleterre, à Silverstone ou autre. Je crains pas la distance, tu fatigues pas, je suis assez résistant, il n'y a pas de problème. Et puis la R1 étant une très très grande moto de grand tourisme, il n'y a pas de problème. Oui, ce qui est étonnant, c'est que toi, tu dis que c'est confortable. En fait, tu t'es habitué à la position sur les bras, tu n'as pas mal au poignet, tu n'as pas de choses comme ça. Je suis musclé en fonction des appuis et compagnie, je suis très bien dessus. En plus, j'ai de la chance, je suis au gabarit qui permet d'être bien abrité sur la moto. Donc tout va bien. D'accord. Une moto qui a ce kilométrage-là, donc la R1, on va quand même préciser que le premier moteur a tenu 270 000 km et que tu as racheté un moteur d'occasion. J'ai racheté un moteur d'occasion qui était dans un état pitoyable, partiellement oxydé et autres, mal stocké. J'ai remonté mes composants dedans et puis depuis ça marche. Voilà, depuis ça marche, tu n'as jamais eu une panne immobilisante. Voilà. Les composants, on m'a rappelé combien de paires de disques à l'avant? Paire de disques, c'est tous les 100 000 à peu près. Le disque arrière est d'origine? Le disque arrière est encore d'origine, m'a fait une sale gueule. Ouais. Si on a contrôle technique, il faudra peut-être lui faire quelque chose. Ouais. J'en suis au 3e pot d'échappement. Je ne garde que des pots d'origine pour le bruit, parce qu'avoir une moto qui ne fait pas de bruit quand on fait 1000 bornes dans la journée, c'est très 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 reposant. On s'assied là-dessus et on roule. Tu as quand même changé quoi? Embrayage une fois? L'embrayage, je l'ai changé une fois, j'en suis au 2e embrayage, là il a 220 000. Ouais, mais tiens. Alors à signaler que l'embrayage me dure très longtemps parce que je ne fais pas de ville. D'accord. Donc en général, quand je démarre la moto, je pars pour des trajets d'entre 30 et 80 km au minimum. Et de route, oui, pas de ville. De route. D'accord. Une question, t'es consommable. Toi, tu es le roi de la longévité, ton kitchen, il fait 60 000 km. 80 000. 80 000 km. Toute la rédaction m'a engueulé parce que la moto est sale. Non, elle est patinée, voilà. Je graisse beaucoup, mais en contrepartie, mais du coup, ça tient. Ouais, je suis tranquille. Voilà. Tes pneus? Alors les pneus, j'ai toujours été épaté parce que j'ai rencontré que des gens qui avaient des pneus qui duraient 3000. Mais mes pneus durent en moyenne 9000. Et tu mets du Michelin en fait dessus? Michelin. Ouais, ça c'est ce que tu as trouvé de mieux en termes de longévité, Pilote de Power sécurité. 2CT, c'est très confort. Le châssis ne s'est pas fissuré, le réservoir c'est pas d'origine. troué, tout est d'origine. Évidemment, elle a l'âge de ses kilomètres, elle est patinée, on la voit bien. Mais en fait, elle est étonnante encore de fraîcheur dans plein d'organes. Tu vois, le cadre, il a l'air en parfait état. J'ai fait il y a pas longtemps la révision qui n'est pas au manuel d'utilisateur Yamaha. Qui était le jeu soupape des 451 000. Et je suis allé chez Yamaha. J'aurais dit, attendez, je fais une révision qui n'est même pas au manuel d'utilisateur. Et... Ça avait bougé ou pas?
le jeu aux soupapes? Ça bouge, oui. Ça bouge un peu quand même. Hein. Mais enfin, j'ai changé en 60 000 km 2 pastilles. Oui, ça va. Et les prochaines révisions, 500 000. 500 000, d'accord. Ouais. Il faudra nous tenir au courant dans l'état dans lequel elle est. En plus, toi, tu viens d'une époque où ça roulait comme un peu à bloc. C'était le cas avec ta 125, c'était le cas avec ta 400, c'était le cas avec ta 550 GPZ où tu me racontais un voyage au Grand Prix d'Italie. Tu tombes sur des mecs en 1000 CBX. Toi, tu es à bloc partout et les mecs, à la fin, ils te font « ça t'embêterait pas de ralentir un petit peu ?» Donc, c'est vraiment le reflet d'une époque que certains d'entre nous ont connue. Et c'est vrai que c'était une époque d'insouciance où on rappelait aussi qu'il y avait 10 000 morts par an sur la route. Hein. Il y avait beaucoup de morts sur la route. C'était cool et rock'n'roll, mais on le payait quand même assez cher. J'ai toujours roulé à bloc. Voilà. Par contre, j'ai toujours roulé à bloc, pas n'importe où. Voilà. Tu peux rouler très vite si tu as la distance nécessaire pour s'arrêter, compagnie. On ne roule pas dans le trafic. Ouais. Du coup, on imagine quelques accidents quand même dans ta carrière de motard? Oui. Voilà. Tu le regrettes ça ou pas? Je regrette parce que j'ai une cheville en vrac, mais bon, de toute façon, il ne faut pas dire je regrette, c'est fait, c'est fait. Ouais. Par contre, c'est vrai que maintenant, je suis plus tranquille. J'ai pas le même âge. Je roule moins vite qu'il y a 24 ans quand j'ai acheté la R1. Et ce qui me préoccupe maintenant, c'est de garder mes points et de rentrer chez moi. Et de rentrer chez toi. Tu avais été tenté par une carrière de pilote parce que tu étais quand même le plus rapide du quartier. Ouais, donc je m'étais inscrit au rallye Monte-Carlo Moto. Je ne savais pas qu'il y avait eu un rallye de Monte-Carlo Moto, tu me l'as appris tout à l'heure. Et ça s'est mal fini sur une piste. Ça s'est mal fini, non, c'était pas une piste. Oui, je sais, mais toi tu pensais que c'était une piste. Ça s'est mal fini en descendant le Ventoux, où j'avais une huile de fourche qui était un peu raide. J'ai bloqué la roue, le temps de reprendre le freinage et de virer. J'étais pleine gauche et j'ai rencontré, ce que je te racontais, un gars qui remontait la piste en sens interdit. C'est qu'en fait, il ne savait pas que moi j'étais sur piste et voilà. Donc ça a fini à l'hôpital, pouce déboîté, j'ai pas fait le rallye et c'est malheureux. C'était un peu la fin de ta carrière de pilote. Ouais. Mais tu dis que toi tu fais quand même beaucoup de courses sur route. Hein. Enfin, c'était le rythme. À l'époque, c'était comme ça. On roulait gentiment entre copains et c'était le dernier arrivé paye à boire. Ouais, ça peut coûter normal. Cher. Ça peut coûter cher. donc voilà. Parmi tous ces centaines de milliers de kilomètres, on frôle même le million de kilomètres à moto. Sur la route, des anecdotes, des rencontres, des moments forts. On parlait tout à l'heure aussi des voyages que tu as fait. Le plus bel endroit pour toi, sans hésitation, c'est le plus beau pays du monde, c'est la Norvège. Le plus beau pays du monde. J'ai dû y aller 5-6 fois. Je suis allé au Cap Nord. Rouler au bord de la mer, vous traversez, vous rentrez dans la colline, on ramasse des myrtilles. Tu lèves la tête, tu vois la neige. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Ouais. Et c'est quoi? C'est la route côtière le long des fjords ou c'est l'intérieur du pays? L'intérieur, partout c'est beau. Bon, je suis arrivé au Cap Nord, j'ai failli avoir un accident avec un renne. Oui, ça y paraît qu'il faut faire gaffe. Tu disais l'une de tes meilleures motos pour rouler, ça a été la GSX-R finalement. La meilleure moto la plus adaptée sur la route, c'est la 1100 GSX-R qui permettait de rouler comme un damné dans les terrains de cross, sachant que la R1 est vraiment une moto de piste. Près la maison de M. Vatanen, il y avait un bout droit avec la GSX-R, je prenais 250. Avec la R1, j'y arrive pas parce que l'avant est tellement léger que tu dis que tu vas t'envoler dans le virage serré. Je vais aller faire un sillon chez Vatanen, j'ai pas envie. Ça pourrait le faire marrer, non? C'est Vatanen, il prend des virages en butée de contre-braquage avec la main devant les yeux, tu vois. Et je vous mets tous en garde. Si vous vous promenez dans la vallée de l'A, c'est qu'il y a une voiture qui vous part au train. N'essayez pas de la semer. Il y a Harry Vatanen et ses enfants qui roulent là. Et promis, ils ont un bon coup de guidon. Toi, tu les as croisés derrière toi, enfin tu les as vus derrière toi et ça envoie. Ils ont fait rouler un ami à moi, il paraît que c'est terrible. Alors, autre point intéressant, c'est qu'en fait, quand tu es sur la route, quand tu fais tous ces kilomètres, ça te permet de t'isoler du monde, de t'évader d'un quotidien. Qu'est-ce qui fait que tu prends encore plaisir, 48 ans après tes débuts de la moto, à te taper des heures. Un engin qui en plus, on va quand même l'admettre, c'est pas... Très confortable. Oui, bien sûr. C'est confortable. D'accord, ok. Non, la moto, il faut l'échanger contre rien au monde. Donc c'est une évasion, c'est une libération, c'est ça. Voilà. Et l'autre truc, moi, qui me plaît dans ta démarche, c'est qu'en fait, tu es vraiment fan de compétition. Tu allais voir des courses, des grands prix, des courses d'endurance dans les années 80. Tu continues de faire ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une passion pour la compétition qui ne s'est pas émoussée, alors que pourtant, tout l'univers a changé. C'est-à-dire que je pense que l'ambiance des 24 heures du Mans en 1980 et celle d'aujourd'hui, c'est quand même sensiblement pas la même. Oui, mais cette année, j'espère aller aux 24 heures du Mans parce que cette année, un copain à moi qui va courir. Qui ça? Christian Gentil. Mais c'est un copain de ton âge ou? Non, c'est le petit frère d'un copain. D'accord. Qu'on est allé voir courir à Barcelone et qui cette année apparemment a un engagement au Mans. Donc on va monter pour le voir au Mans. Alors au début, tu allais voir les courses d'endurance, ça te fascinait ça, non? Oui. J'allais voir le binôme Léon Chemarin. Qui roulait sur Honda. Hein, qui roulait sur Honda.
Christian Léon s'est tué le 8 novembre 80, le jour où je me suis explosé dans les gorges de la Neste. Donc l'année suivante, je suis allé voir courir Chemarin qui était passé sur Kawasaki au Mans et je suis allé voir gagner Chemarin. Et c'est ça qui t'a fait passer de la 400 four à la Kawasaki? Non, parce que tu avais une, non, pas du tout. Parce une que, proximité façon, pour ce pilote. je suis passé sur Kawasaki parce que Chemarin était sur Kawasaki. Oui. Et le fait qu'à l'époque, la meilleure moto était la Kawasaki a fait que je suis passé sur Kawasaki. C'était mieux qu'un 550 CBX ou un truc comme ça? Je ne sais pas si elle existait quand ouais. il y a eu la 5,5 GPZ. D'accord, bon, c'était un peu les mêmes années. Ouais, peut-être les mêmes années. Ouais. Oui, il faut avoir peur de rien. J'ai roulé partout, je me régale. D'accord. Tu disais aussi à l'époque, sur l'ambiance était différente, mais sur les courses, tu arrivais en fait à rentrer dans les paddocks. Je suis toujours rentré dans tous les paddocks. Je m'en suis fabriqué un avec un ticket d'entrée à Spa qui était un bracelet. Ce qui fait que pendant des années, je suis rentré dans tous les paddocks du Castellet en montrant ton bracelet pilote. Mon bracelet pilote. D'accord, et ça passait. Très bien. Force de rentrer comme ça un petit peu à l'arrache dans tous les paddocks, tu as fini par rencontrer des vrais pilotes et devenir un peu leur assistance. J'ai rencontré Patrick Daudier, que j'ai accompagné pendant tout le championnat du monde 86. J'ai vu tous les grands prix, sauf le seul qui n'était pas en Europe, qui était le Grand Prix du Japon. On est devenus très copains. Patrick Daudier est devenu champion de France 86 en gagnant la course du Mans, où il a enterré Jean-Claude Cellini et tout le monde. Et personne ne se rappelle de lui, mais c'était le pilote à la moto rose. Pilote à la moto rose, c'était la Morbidelli rose. Morbidelli rose et une combi rose. D'accord. Ouais. Je ne me souviens pas du tout de ça, moi, en fait. C'était années 86, hein, c'est ça. On regarde les photos, on regardera dans les archives. Ton regard, toi qui suis les courses depuis plus de 40 ans, ton regard sur l'évolution des courses, à la fois en termes d'ambiance, de plaisir et de spectacle pour le spectateur. Moi, je ne me souviens pas trop, parce que j'étais un poil plus jeune, mais l'ambiance au Mans, au début des années 80, c'était un peu le bordel comme aujourd'hui. Ça a toujours été festif, où les gens étaient plus passionnés, moins partis sur des délires d'alcool, de mettre des rupteurs et des conneries comme ça. Ça a toujours été ça. À peu près ça. Ouais. C'est l'horreur, et de toute façon, je dis toujours aux gens, je suis motard, mais quand je suis au milieu d'une concentre ou d'un rassemblement motard, je ne suis pas toujours fier d'être motard. Ouais, d'accord. Parce qu'il y a des débordements qui ne sont pas acceptables. Ouais. Mais tu suis les courses avec toujours le même intérêt. Toujours le même plaisir. Alors, un peu moins cette année, parce que j'avoue que la coupe... La coupe Ducati. « 462 331, c'est le kilométrage de la R1 qui est dans la cour, et dans 2 jours, tu vas lui en coller 970 de plus. Bon, parce qu'il n'y a pas de raison de mollir.
Et Voilà. n'oubliez pas que c'est un engin dangereux. Mais quel plaisir. Mais quel plaisir. Bravo, c'est une source d'inspiration, faire autant de bornes avec cette moto hyper confortable, on le sait tous. De grand tourisme. Qui est de grand tourisme, qu'est la Yamaha R1 de 98. Je pense que c'est une vraie source d'inspiration. Jean-Marie, merci pour tout ça, merci pour ce témoignage. Merci à toi pour la réception. Tu nous tiens au courant de la révision des 500 000. Tout à fait. On fera un petit mot dans Motomag en plus. Et je vous enverrai des photos, parce que j'ai des photos de la moto ouverte dans tous les sens. Voilà. Donc, on aurait pu parler des heures sur tous tes voyages, tes galères dans la neige, tes machins, parce qu'il y a tellement d'histoires à raconter autour de ça. Mais on voulait aller un peu à l'essentiel. Vous nous dites dans les commentaires comment Jean-Marie est une source absolue d'inspiration. La R1 est-elle une bonne moto de tourisme? Évidemment, oui. Grand tourisme. De grand tourisme, évidemment, oui, mais on a le droit de ne pas être d'accord. On est prudent en R1 comme sur autre chose. Merci à Fred, à la technique. Merci Jean-Marie. À très bientôt sur d'autres émissions. Chaîne YouTube de Motomag, des offs, des débriefs, des apéros, des essais, de l'actu, la FFMC, tout ça. Bisous sur le casque. À très bientôt. Merci encore Jean-Marie. Merci à toi.